Le matin de Noël, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit: «Ce n'est plus chez toi». Sa voix était sèche et définitive. Pas de cris, pas de larmes, juste un détachement glacial comme enveloppé de cannelle et de pain. Je suis restée plantée au milieu du salon, un dossier rouge à la main. Autour de moi, ce que j'appelais ma famille faisait semblant de ne pas broncher. Pendant des années, j'avais payé les factures, gardé leurs secrets et étouffé mes propres besoins par loyauté. Ils pensaient ne pouvoir me jeter comme un vieux manteau discrètement, définitivement. Mais je n'étais pas venue les mains vides. Je me suis baissée et j'ai déposé le dossier rouge sous le sapin de Noël. Un silence s'est abattu sur la pièce. Ils n'étaient pas préparés à ce que j'avais apporté. Ils avaient élagué l'arbre généalogique. C'était maintenant mon tour. Je m'appelle Nathalie Carter et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été la fille modèle, la discrète et brillante, celle qui arrangeait, tout celle qui ne demandait pas grand-chose et donnait tout ce qu'elle avait. Ayant grandi, dans une petite ville de l'Ohio, j'étais l'enfant du milieu, non pas par ordre de naissance, mais par nombre de cadeaux. Ma sœur aînée Chloé était la chouchoute pleine de charme et d'éclat. Mon petit frère Léo était le bébé choyé et pardonnait sans cesse. Et moi, j'étais le cœur régulier de la maison, fiable mais vite oublié. Ma mère Evelyne avait une allure royale, même quand les factures s'accumulaient sur la table de la cuisine. La présentation, c'est primordial, disait-elle en appliquant son rouge à lèvres avant d'ouvrir la porte au facteur. Aux yeux du monde, nous étions une famille bourgeoise modèle. Derrière des portes closes, nous étions un tissu de fractures maintenu à flot par la volonté de faire de ma mère et mon travail silencieux. Papa est parti quand j'avais 10 ans. Sans un mot, juste un placard vide et un message vocal disant qu'il avait besoin d'espace. Evelyne n'a pas pleuré. Elle a nettoyé la maison de fond en comble, s'est versé un verre de vin en cubi et a dit: «On n'a pas le temps pour la tristesse». À partir de ce jour, mes émotions sont devenues un fardeau. J'ai commencé à prendre les devants avant même qu'on me le demande. Préparer le déjeuner de Léo, plier le linge de Chloé, obtenir d'excellentes notes car je pensais que peut-être, juste peut-être, l'excellence me vaudrait de l'amour. Mais l'amour d'Evelyne était conditionnel. Il se manifestait par des compliments fugaces suivis d'attentes. «Je savais que tu serais admise au programme d'excellence», disait-elle en feuilletant déjà mes formulaires de bourse. «Tu es la responsable». Ces mots me collaient à la peau comme un linge mouillé. La responsable, pas celle qu'on aimait, celle qu'on chérissait, ni même celle qu'on voyait, juste celle dont on attendait qu'elle gère tout. Celle sur qui on pouvait compter pour ne jamais rien demander en retour. À 16 ans, j'avais un petit meuble et un petit boulot après les cours, une moyenne générale de 4 et des migraines chroniques dont je n'avais jamais parlé à personne. Chloé empruntait mes vêtements sans me demander. Léo utilisait mon ordinateur portable jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Evelyne appelait ça du partage, mais j'avais toujours l'impression d'être privée de quelque chose. Malgré tout, je continuais. Je croyais naïvement, stupidement que mes efforts finiraient par payer. Qu'un jour, ma mère me regarderait non pas comme un outil, mais comme sa fille. Qu'elle me dirait: «Je suis fière de toi, Nathalie, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es». Ce jour n'est jamais venu. Et pourtant, j'ai continué à l'attendre. À la fin de mes études, j'avais un diplôme en finance, une offre d'emploi d'une entreprise réputée de Chicago et 62 $ sur mon compte courant. Evelyne n'est pas venue m'attendre à la remise des diplômes. Les billets d'avion coûtent cher, avait-elle dit. Et puis, ce n'est qu'un bout de papier non. Chloé avait abandonné ses études à la fac l'année précédente. Léo enchaînait les petits boulots d'entrepôt et nourrissait des rêves flous de monter une entreprise de basket. Et ma mère? Eh bien, elle était toujours Evelyne, fière posée et juste un peu plus tranchante qu'avant. 2 semaines après avoir commencé mon premier travail, j'ai reçu le premier appel. La voix d'Evelyne tremblait presque de façon convaincante. «C'est ton frère, ma chérie. Il a besoin d'un petit coup de main. Juste jusqu'à vendredi.
Tu sais combien c'est difficile pour les jeunes hommes de trouver leur voie de nos jours. J'ai téléphoné à Léo 500 ce soir-là sans poser de questions. C'était le début. Les demandes arrivaient au compte-gouttes, au début toujours teintées de culpabilité, de nostalgie ou des deux. Evelyne avait besoin d'aide pour payer sa facture d'électricité. Chloé était sans emploi et désespérée. Pourrais-je donc prendre en charge son loyer? Juste exceptionnellement, Léo avait trouvé un investissement et m'a promis de me rembourser avec intérêt. Je me disais que c'était temporaire, que c'était courant dans les familles, que j'avais de la chance d'avoir un bon travail et que si je ne les aidais pas, qui le ferait? Mais ça n'a pas cessé. Quand j'ai eu ma première promotion, Evelyne m'a demandé de l'aider à redresser sa situation financière en co-signant sa carte de crédit. Devant mon hésitation, elle s'est emportée. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle dit, j'ai signé. » 1 mois plus tard, elle avait dépensé tout son argent pour ce qu'elle appelait des améliorations indispensables à la maison. Ces améliorations se sont avérées être des rideaux de marque, une cave à vin et une machine à expresso de 700 watts. Elle m'a envoyé une photo de la salle à manger, rénovée, avec la légende « On est de nouveau chez nous grâce à toi ». J'ai eu la nausée. Le schéma était devenu indéniable. Chaque réussite était suivie d'une nouvelle demande, d'une attente tacite. Si j'obtenais une augmentation, quelqu'un se retrouvait soudain avec une facture médicale à payer. Si j'évoquais l'idée d'économiser pour un appartement, Evelyne soupirait lourdement et se plaignait du prix exorbitant des courses. J'ai essayé de poser des limites une fois. « Je ne peux pas continuer à couvrir tout le monde », lui ai-je dit doucement au téléphone. Il y a eu un silence, puis la voix que j'avais toujours redoutée, froide, glaciale. « Eh bien, si nous sommes un tel fardeau, peut-être devriez-vous oublier que vous avez une famille. » Et elle a raccroché. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. Quand elle a finalement cédé, elle a fait comme si de rien n'était, mais son ton était plus doux et elle n'a pas manqué de mentionner que Chloé avait pleuré toutes les larmes de son corps à cause de son assurance auto impayée. Je l'ai payée. Bien sûr, je l'ai fait, car je n'étais pas prête à les perdre. Pas encore. La première fois où j'ai vraiment hésité, ce n'était pas pour une question d'argent, c'était pour une photo de vacances. Chloé l'avait postée sur Instagram, elle et sa mère sirotant des cocktails sur une plage de Tulum drapée de lin et baignée de soleil. Avec la légende, les soignants ont aussi besoin de réconfort. 2 jours plus tôt, Evelyne m'avait appelée en larmes, prétendant que leur chauffage allait être coupé. Je suis restée longtemps à contempler la photo. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était la facilité, le confort, leur capacité à me manipuler avec un simple message vocal, puis à trinquer au bord de la piscine comme si je n'existais pas. Quand je l'ai confrontée avec précaution, Evelyne a répondu du tac au tac. On nous a invités à une retraite spirituelle. Le thérapeute de Chloé a dit qu'elle en avait besoin. La santé mentale n'a pas de prix. Tu disais ne pas pouvoir te payer le fioul. On ne pouvait pas avant de recevoir l'invitation. Ne ramène pas tout à l'argent, Nathalie. Elle a prononcé mon nom d'un ton froid et détaché comme on dirait un contrôleur fiscal. Mais ce qui m'a brisé le cœur, ce n'était pas le prospectus, c'était le fait que j'ai quand même payé la facture. Je me disais que c'était plus simple que de me battre plus rapide que les 3 semaines de silence obstiné que j'aurais subi si j'avais insisté plus propre que les tentatives de culpabilisation. J'ai commencé à comprendre que je ne faisais pas partie d'une famille. J'étais une entreprise. Et j'étais la banque. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Je m'accrochais aux anniversaires, au brunch de la fête des mères, aux rares sourires qu'Evelyne m'adressait quand je proposais de payer le dîner. Je m'accrochais aux promesses tièdes de Léo de se remettre sur pied bientôt et aux rares textos « je t'aime » de Chloé, envoyés seulement après que je lui ai fait un virement sur Venmo, mais les problèmes ne cessaient de s'aggraver. Un jour de Thanksgiving, je suis arrivée tôt pour aider à préparer le dîner.
Evelyne était dans la cuisine avec Chloé qui ne m'a pas entendu entrer. J'ai entendu Chloé dire « Elle est restée comme un robot, pas de petite amie. » Pas d'enfants, juste des tableurs et des livraisons. Si elle n'était pas si utile, maman l'aurait renvoyée depuis longtemps. Ma mère ne l'a pas grondée. Elle rit. Un petit rire amusé, comme si j'étais un personnage d'une histoire qu'il réécrivait en direct. Je suis sortie discrètement de la maison, j'ai roulé pendant 2 heures, puis je suis revenue avec un sourire forcé et une bouteille de vin. Personne n'a remarqué mon absence. Plus tard dans la soirée, je suis restée plantée dans la salle de bain, des invités à contempler mon reflet, me demandant quand j'avais disparu. Depuis combien de temps n'étais-je plus qu'une personne à leurs yeux? Je pensais à mon compte en banque vide, à mon rêve d'acheter une maison reportée sin die à ma vie sociale et à mon existence même sacrifiée pour des gens qui m'échangeraient contre un week-end au Mexique. C'est cette nuit-là que j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et que je l'ai intitulé « Le dossier rouge ». J'ai commencé par les reçus, pas seulement ceux qu'on imagine les vrais reçus, les virements Venmo, les relevés de cartes de crédit, les emails qui commençaient par « Désolé de vous solliciter à nouveau » et se terminaient par « Je vous rembourserai le mois prochain ». J'ai parcouru des années de relevés bancaires avec un haut le cœur surlignant chaque paiement effectué à ma mère, à Chloé ou à Léo. La somme a grimpé en flèche. 400 pour le loyer de Chloé à Denver, 1250 pour les réparations du camion de Léo, 30 pour l'opération dentaire d'urgence d'Evelyne, qui j'ai appris plus tard était en réalité une pose de facettes dentaires. Chaque transaction était étiquetée et catégorisée. J'ai créé un tableau Excel avec un code couleur et des onglets logement santé, renflouement, congé. C'était comme devoir justifier la fraude de quelqu'un d'autre, sauf que la victime, c'était moi. Le premier total était de 486 0. Et ça, c'était juste pour les 3 dernières années. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai commencé à faire des captures d'écran de SMS, à sauvegarder les messages vocaux, les emails que Chloé avait écrits. Je sais que tu as toujours été la plus forte. Maman dit que c'est grâce à toi que notre famille existe encore. C'était censé être flatteur, mais ça ressemblait plutôt à une confession. Puis il y a eu l'enregistrement. 3 semaines avant Noël, je suis allée chez Evelyne pour lui apporter des décorations de Noël qu'elle prétendait ne pas pouvoir se permettre de remplacer. Je suis entrée tôt sans frapper comme d'habitude et j'ai surpris la fin d'une conversation. La voix de Léo. Elle est comme un programme de fidélité. Un texto et elle nous donne du liquide. Chloé, je l'appelle le fonds familial. Mon Dieu, imaginez si elle se réveillait un jour. Evelyne a ri aux éclats et a dit « Elle ne se réveillera pas. Elle a trop besoin de nous, c'est ça qui est beau. » Je suis restée là, invisible, dans le couloir, le souffle coupé. Ce soir-là, j'ai acheté un petit enregistreur vocal sur Internet. J'ai commencé à tout noter leur ton, leur langage, leur suffisance, leur assurance que je ne réagirais pas. Et la vérité, c'est que j'ai failli ne pas réagir. Non pas par peur, mais parce que je voulais encore me tromper. Je cherchais une raison noble et cachée à leurs mensonges. Je voulais que l'histoire bascule au dernier moment. Mais non. Une semaine avant Noël, Evelyne m'a envoyé un texto. C'est Chloé qui reçoit cette année, mais on a pensé qu'il valait mieux que tu n'arrives pas trop tôt. On veut que ce soit plus décontracté. Aucune explication, aucune chaleur, juste de la distance. Mais j'étais déjà préparée. J'avais déjà engagé une avocate, une femme brillante et précise, nommée Miles Torres, spécialisée dans les violences financières familiales. Elle a parcouru mon dossier les yeux plissés, tandis qu'elle feuilletait les pages du tableur et les reçus imprimés. « Ce n'est pas un désordre, a-t-elle dit. C'est impeccable. Que se passe-t-il s'ils nient ?» Son sourire était forcé. « Ils ne le feront pas. Mais s'ils le font, nous avons des recours. Je n'ai presque pas dormi la nuit précédant Noël. » J'ai donc imprimé les documents, les ai soigneusement rangés, étiquetés chaque section et les ai glissés dans un dossier rouge à fermoir en laiton. Il était temps de cesser de subir leur conception de l'amour et de commencer à affronter la vérité.
Il neigeait lorsque je suis arrivée en voiture dans l'allée de la maison de ma mère ce matin de Noël. D'épais flocons silencieux recouvraient la pelouse et adoucissaient les contours de toutes choses. La couronne sur la porte scintillait sous la lumière du porche. À l'intérieur, j'entendais les rires, celui de Chloé aigu et joyeux et celui de Léo grave et nonchalant. Un instant, je me suis permis d'espérer. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'il me dirait merci, un vrai merci. Peut-être que quelqu'un me demanderait sincèrement comment j'allais. Je suis entrée une bouteille de vin à la main et le dossier rouge soigneusement rangé dans mon sac en cuir. Evelyne m'a accueilli d'un sourire crispé et d'un baiser soufflé. « Nathalie, a-t-elle dit d'un ton sec mais cordial, tu arrives juste à temps pour le petit déjeuner. » Son pull était brodé de minuscules colombes argentées. Elle semblait tout droit sortie d'une carte de vœux. Léo me fit un signe de tête depuis le canapé, déjà à moitié siroté d'un mimosa. Chloé leva à peine les yeux de son téléphone. La table était impeccablement dressée. Couvert en argent serviette, en lin blanc bougie, vacillant entre des verres en cristal. Tout paraissait parfait, soigné, raffiné. Mais sous cette apparente perfection, quelque chose clochait. Les conversations s'interrompirent dès que j'entrai dans la pièce. Evelyne lançait des regards discrets et calculés à Chloé, qui esquissait un sourire crispé. Léo, pour une fois, semblait particulièrement intéressé par ses œufs. Je m'assis à l'autre bout de la table, essayant de me détendre. « La table est magnifique, dis-je. »« C'est Chloé qui l'a faite, » répondit maman aussitôt. Elle voulait que ce soit vraiment spécial cette année. Voilà encore cette phrase cette année. Comme si quelque chose avait changé, comme si j'ignorais ce qui m'attendait. Après le petit déjeuner, nous sommes allés au salon pour les cadeaux. Chloé m'a tendu un paquet mal emballé, orné d'un ruban sarcastique. À l'intérieur, une bougie fantaisie étiquetée « Parfum de surmenage ». Léo m'a offert une tasse à café où l'on pouvait lire « Conseiller financier », car « Faiseur de miracles » n'est pas un titre professionnel. J'ai failli rire de l'ironie de la situation. Mes cadeaux, en revanche, avaient été soigneusement choisis. Un roman en édition originale dédicacé pour Léo. Un foulard en soie que Chloé avait jadis admiré. Une carte cadeau pour le spa préféré d'Evelyne. Ils les déballèrent sans un mot. Puis Evelyne s'éclaircit la gorge. « Il faut qu'on se dise quelque chose, » commença-t-elle. Chloé et Léo se redressèrent comme s'ils étaient sous l'influence de la drogue. Je savais que ce discours allait arriver, mais rien ne m'avait préparé à ces mots. « Ce n'est plus chez toi. » Ça m'a fait l'effet d'une gifle. « Nous avons décidé, a-t-elle poursuivi, qu'il valait mieux prendre de la distance. Tes conditions, tes attentes ont créé des tensions. Ce n'est pas sain. » Chloé a renchéri. « Franchement, Nathalie, c'est épuisant. » Tous ces discours sur les limites et le respect. Léo haussa les épaules. « On veut juste la paix, tu sais. » Je les observais leurs visages si détachés dans leur cruauté. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me batte. Ils ne pensaient pas que j'oserais. J'expirais lentement, fouillais dans mon sac et en sortis le dossier rouge. Je ne dis rien. Je traversai la pièce, me baissai et le glissai sous le sapin de Noël comme un dernier cadeau. Un silence complet absolu s'installa dans la pièce. Il n'était pas prêt, mais moi si. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le dossier rouge reposait sous le sapin de Noël, sa couverture pourpre scintillant sous les guirlandes argentées. L'expression d'Evelyne oscillait entre dédain et malaise. Chloé laissa échapper un petit rire moqueur. Léo semblait perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» finit par demander Evelyne d'une voix tremblante. Je soutins son regard calmement. « Des documents concernant quoi ?» demanda Chloé d'un ton moqueur, mais ses doigts s'agitaient nerveusement. 7 ans de chaque demande, chaque virement, chaque mensonge. Je m'agenouillai et ouvris le dossier posé sur la table basse. Le silence fut rompu par le froissement du papier. « Commençons par le commencement, dis-je. »
Le montant total que j'ai versé à cette famille dûment documentée s'élève à 140 et 1780. Ça ne compte ni les cadeaux ni les services rendus. Léo s'est étouffé avec son mimosa. J'ai sorti des relevés bancaires. Tiens, voilà 500 $ pour ta start-up de basket, Léo. Celle que tu n'as jamais enregistrée. Celle que tu m'avais dit rembourser en 6 mois. C'était un malentendu, a-t-il commencé. Non, c'était du vol, ai-je rétorqué d'un ton égal. Voici la photo de la BMW que tu as achetée 1 semaine plus tard payée comptant. Celle que tu caches chez Ryan. Léo devint rouge comme une tomate. Je me suis tournée vers Chloé. 3200 $ pour ta retraite thérapeutique en Arizona. Mais voici un reçu du bar de l'hôtel. Tu étais à Tulumpa à Tucson. Chloé ouvrit la bouche puis la referma brusquement. Je regardai ensuite Evelyne. L'urgence médicale qui a nécessité une intervention à 20 $. Il s'avère que c'était une opération esthétique. Lifting des paupières et injection de comblement. J'ai la facture. Sa mâchoire se crispa. Et ceci, poursuivis-je en sortant une photo granuleuse du rapport du détective privé. Vous étiez au River Rock Casino 2 jours après m'avoir dit que votre prêt hypothécaire était arrivé à échéance. Vous avez perdu 4 800 $ ce soir-là. J'avais besoin de souffler, dit-elle un peu trop vite. Tu ne comprends pas. Si je comprends, l'interrompis-je, je comprends que tu as bâti ta vie sur mon argent, tout en me persuadant que c'était mon devoir de te le fournir. Elle se leva brusquement. On ne parle pas comme ça à sa mère. Laquelle ? Demandai-je. Celle qui m'a traité de fardeau dès que j'ai réclamé du respect, ou celle qui a dit à Chloé que j'étais trop désespérée pour partir. Chloé plissa les yeux. Tu nous as enregistré. J'acquiesçai et sortis l'enregistreur. J'appuyai sur lecture. Leurs voix emplirent la pièce comme des fantômes qui reviennent. Elle n'arrête pas. Elle a trop besoin de nous. C'est comme un programme de fidélité. Si jamais elle se réveillait, on serait fichu. Un silence gêné s'installa. Je n'aurais pas dû entendre ça, dis-je doucement. Mais je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a sauvée. Le visage d'Evelyne s'assombrit. C'est une trahison. Non, répondis-je. C'est un règlement de compte. Je pris le document final préparé par mon avocat. Vous avez 2 options, dis-je en distribuant les pages. Première option, vous signez des plans de remboursement juridiquement contraignants basés sur vos revenus. Tu acceptes la thérapie de groupe. Tu arrêtes de me réclamer de l'argent et si on ne le fait pas, lance à Chloé, sèchement, je porte plainte pour escroquerie et extorsion. J'ai largement de quoi obtenir des dommages et intérêts. Léo regarda le papier qu'il tenait comme s'il allait le brûler. Evelyne resta silencieuse. Pour la première fois de ma vie, elle me parut petite épuisée. Son jeu d'actrice avait flanché. Elle s'assit lentement, fixant la lettre. « Nous sommes ta famille, » murmura-t-elle. « Non, » répondis-je doucement. « La famille ne t'exploite pas jusqu'à ce que tu craques. La famille ne rit pas en te saignant à blanc. » Je me levai et pris le dossier. Je t'ai apporté ceci aujourd'hui, non pas pour te détruire, mais pour mettre fin à ce cycle. Je vous aimais tous, mais je ne financerai plus ma propre gomme. Je me suis retournée pour partir. Tu vas le regretter, a sifflé Chloé. Je me suis arrêtée sur le seuil. Non, ai-je dit. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps. Personne ne m'a suivi jusqu'au hall d'entrée. Le dossier rouge était serré dans ma main comme un bouclier. La maison était silencieuse derrière moi, dépouillée de sa chaleur artificielle. Mais au moment où j'attrapais mon manteau, j'entendis une voix calme, basse, inattendue. « Nathalie attend. » Je me retournai. C'était Rickmé le beau-père, l'homme qui rôdait dans l'ombre depuis des années, ni cruel, ni bienveillant. Une ombre dans la maison d'Evelyne. Il se tenait juste au bout du couloir, tenant le document que je lui avais remis.
Je ne savais pas, dit-il d'une voix rauque. Ben, Tu ne voulais pas savoir, ai-je répondu. Tu l'as laissé raconter l'histoire qu'elle avait besoin que tu entendes. C'était plus simple ainsi. Il n'a pas protesté. Je pensais que tu étais simplement généreuse, a-t-il dit, lentement. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Je suis désolée. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que quelqu'un dans cette maison était sincère. Tu as encore le choix, lui ai-je dit. ben moi, Tu peux aider à réparer ça ou tu peux rester les bras croisés comme d'habitude. Il baissa les yeux sur le papier qu'il tenait et hocha la tête. Je veux aider, dit-il doucement. Je vais signer. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant derrière nous. Léo était pâle bouleversé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, marmonna-t-il. J'essayais juste de suivre le rythme. Je ne suis pas comme toi, Nat. Clic. Tu as toujours tout maîtrisé. Je ne savais pas me rendre utile, sauf si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Tu aurais pu demander de l'aide. De la vraie aide, ai-je dit. Au lieu de ça, tu t'es servi de moi, je sais. Il se frotta le visage. Je te rembourserai. Tout ce que je peux, mais ne me coupe pas les ponts. Je n'ai pas répondu tout de suite, puis 3 mois plus rien. Puis 3 mois. On en reparlera si tu as commencé à payer. Il acquiesça. Aucune protestation, juste une honte silencieuse. J'ouvris la porte en grand et sortis dans le froid de Nathalie. La voix de Chloé claqua dans le silence comme un coup de fouet. Elle sortit en trompe-pied, nue, encore en pyjama de marque, brandissant la page du contrat, comme si elle avait été insultée personnellement. Tu ne peux pas nous menacer de procès et croire qu'on va se laisser faire. Je ne te demande pas de te soumettre, ai-je répondu imperturbable. Je te donne une chance d'assumer tes responsabilités. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est fini. Tu te crois supérieur parce que tu as de l'argent. Non, ai-je dit, parce que j'ai des limites. Son visage s'est crispé. Tu mourras seul. ouais. Je préfère être seule qu'utilisée. Derrière elle, Evelyne se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, sans dire un mot. J'ai tout donné, dis-je, et aujourd'hui je reprends tout. Je me suis retournée, j'ai mis le pied dans la neige et je n'ai pas regardé en arrière. 3 mois ont passé. Aucun appel, aucun message, aucun texto culpabilisant tard dans la nuit, ni aucun message vocal énigmatique. Le silence était d'abord étrange, comme entrer dans une maison dont tous les meubles avaient été enlevés. Finalement, j'ai compris que ce n'était pas du vide, mais de la paix. J'ai quitté mon appartement exigu et acheté un petit condo en périphérie de la ville. 2 chambres, dont une avec une banquette près de la fenêtre baignée par la douce lumière du matin. Je l'ai meublé de livres d'occasion et de meubles chinés, non par obligation, mais parce que je voulais un espace qui reflète qui j'étais et non une image que j'essayais de projeter. J'ai planté des herbes aromatiques sur le balcon. J'ai recommencé à cuisiner sans précipitation, sans obligation, mais lentement délibérément. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture et à un cours de yoga. J'ai accepté des invitations que j'avais auparavant ignorées et refusé celles de quiconque me donnait l'impression de lui devoir du temps. J'ai même commencé à fréquenter Caleb, un architecte à la voix douce et au rire discret. Il ne m'a jamais demandé ce que je pouvais faire pour lui. Il voulait juste savoir ce qui me faisait me sentir pleinement vivante. Le dossier rouge repose désormais au fond de ma bibliothèque. Je ne l'ouvre pas souvent, mais je ne le cache pas non plus. Ce n'est pas un objet de vengeance. C'est le symbole du moment où j'ai cessé de me faire toute petite pour m'intégrer à une famille qui ne valorisait que mon utilité. Evelyne n'a jamais signé l'accord. Chloé m'a envoyé un courriel passif-agressif auquel je n'ai pas répondu. Léo a effectué 2 petits versements jusqu'à présent et Rick a tenu parole en gardant le contact avec prudence et respect. Aucun argent demandé, aucune attente. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, du respect, de la reconnaissance, une place à la table pour laquelle j'ai contribué à financer. En thérapie, j'ai enfin dit ce que je n'avais jamais osé avouer à voix haute.
J'essayais sans cesse d'acheter l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Ma thérapeute a acquiescé et a dit « Et maintenant c'est fini, je ne paie plus pour avoir une place dans l'histoire de quelqu'un d'autre. » Ce Noël, je n'irai à aucun repas de famille. À la place, j'organiserai un repas partagé pour les personnes que je considère comme importantes. Mes amis de cœur. Ceux qui m'écoutent, qui donnent sans rien attendre en retour, qui ne m'ont jamais fait sentir que ma valeur dépendait de mon argent. J'ai aussi acheté un nouveau classeur. Pas rouge, celui-ci est bleu marine à couverture souple et il contient des poèmes des lettres et des photos des derniers mois. Des sourires sincères, des rires authentiques. La liberté ne s'accompagne pas toujours de feux d'artifice. Parfois, elle arrive discrètement comme la neige qui tombe à la fenêtre, nous rappelant que la paix ne fait pas de bruit. C'est tout simplement vrai. J'ai tout donné autrefois et maintenant, enfin, je me rends l'appareil.